Salut, c'est Soskaf. Poursuite de la lecture des souvenirs de la Maison des Morts de Dostoïevski. Première partie, chapitre 2. Premières impressions. Le premier mois, et en général le début de ma vie de prisonnier, se présente vivement à mon imagination, tandis que les années suivantes ne m'ont laissé qu'un souvenir confus. Certaines même se sont fondues, effacées, et je n'en ai gardé qu'une impression unique de lourdeur, d'uniformité, d'étouffement. C'est d'ailleurs là un phénomène pleinement normal. Ce qui m'a frappé dès mon entrée dans cette vie, c'est, il m'en souvient, de n'y pouvoir rien trouver d'extraordinaire, ou pour mieux dire, d'inattendu. Tout cela me semblait avoir déjà défilé dans mon esprit. Tout cela me semblait avoir déjà défilé dans mon esprit lorsque, faisant route pour la Sibérie, je m'efforçais de deviner le sort qui m'attendait. Mais bientôt, un abîme de faits plus que surprenant, plus que monstrueux, m'arrêta presque à chaque pas. Après avoir vécu assez longtemps au bagne, je finis par comprendre tout l'imprévu d'une pareille existence, mais ne laissez pas pour autant de m'en étonner. Je dois avouer que cet étonnement m'accompagna tout le long de ma détention. Je n'ai jamais pu me faire à cette existence. En pénétrant au bagne, ma première impression fut surtout en pénétrant au bagne, ma première impression fut surtout de l'horreur. Et cependant, chose étrange, la vie me parut beaucoup plus facile que je ne me l'étais imaginé durant mon voyage. Bien qu'ils eussent les fers aux pieds, les détenus circulaient librement, juraient, chantaient, travaillaient pour leur compte, fumaient la pipe. D'aucuns, même en très petit nombre, buvaient de l'eau de vie, et la nuit, certains jouaient aux cartes. Quand la corvée, elle me parut beaucoup moins pénible, beaucoup moins travaux forcés qu'on ne le penserait. Quant à la corvée, elle me parut beaucoup moins pénible, beaucoup moins travaux forcés qu'on ne le penserait. Je ne compris qu'assez longtemps après le véritable caractère de ces travaux, moins pénibles par leur dureté et leur continuité que par le fait d'être imposés, obligatoires, de se faire sous le bâton. Certes, notre paysan travaille bien davantage. Quelquefois même, il doit passer la nuit, surtout en été, mais il travaille pour son compte, dans son intérêt. Aussi se sent-il incomparablement moins fatigué que le forçat, lequel accomplit une besogne commandée et tout à fait improductif pour lui. L'idée m'est venue une fois que si l'on voulait anéantir, écraser, châtier un homme d'une façon assez implacable pour que le pire bandit en tremblât de peur à l'avance, il suffirait de donner à sa besogne un caractère de parfaite absurdité, d'inutilité absolue. Les travaux forcés actuels ont beau ne présenter aucun intérêt pour le détenu,
ils ne sont pas pour cela dépourvus de sens. Le force à ouvrier, le force, pardon, le force à ouvrier fait des briques, creuse le sol, broie du plâtre, crépit des bâtiments. Et dans ces travaux-là, il y a une pensée, il y a un but. Quelquefois même, il s'intéresse à son ouvrage, cherche à le faire mieux et plus habilement. Mais qu'on l'emploie, par exemple, à transvaser de l'eau d'un tonneau dans un second et du second dans le premier, à triturer du sable, à transporter des tas de terre d'un endroit à un autre pour les remettre ensuite à leur place primitive, je pense qu'au bout de quelques jours, il s'étranglera ou commettra 1000 méfaits afin de mériter la mort et d'échapper à un tel abaissement, à une telle honte, à un tel tourment. D'ailleurs, ce genre de châtiment tournerait plutôt à la torture et à la vengeance. Il serait insensé parce qu'il dépasserait le but. Néanmoins, Néanmoins, tout travail contraint a sa part de torture, d'absurdité, d'humiliation, et c'est la raison qui rend les travaux forcés incomparablement plus pénibles que les autres. Du reste, comme j'étais arrivé au bagne au mois de décembre, je n'eus d'abord aucune idée des corvées d'été 5 fois plus accablantes. En hiver, il y avait dans notre forteresse fort peu de travaux en chantier. Les détenus allaient au bord de l'Irtych, démolir de vieilles péniches. Les détenus allaient au bord de l'Irtych, démolir de vieilles péniches, besognaient de leur métier, débarrassaient les bâtiments de la neige amassée par les tourmentes de vent, brûlaient et concassaient de l'albâtre, etc. Les journées étaient courtes. La corvée finissait tôt. Tous nos gens rentraient de bonne heure au bagne, où ils auraient été presque désœuvrés sans le travail personnel qu'ils se procuraient. Mais un tiers d'entre eux seulement s'adonnaient à une occupation suivie. Les autres feignantaient, rôdaient dans toutes les chambrées, s'injuriaient, comméraient, s'enivraient, si un peu d'argent leur était tombé. La nuit, ils jouaient aux cartes jusqu'à leur chemise. Tout cela par ennui, par désœuvrement, pour tuer le temps. Je compris par la suite qu'à part la privation de liberté et la contrainte du travail, les détenus subissent encore un supplice presque plus pénible. J'entends la cohabitation forcée. La vie en commun existe sans doute ailleurs, mais il arrive au bagne des gens qu'on ne tiendrait pas à fréquenter. Et je suis certain que tous les forçats souffraient, fût-ce inconsciemment, de cette promiscuité. La nourriture aussi me parut assez convenable. Les forçats m'assurèrent qu'on n'en donne pas de pareil dans les compagnies de discipline de la Russie d'Europe. Je ne saurais le certifier, ni en point passé. Du reste, beaucoup avaient les moyens de se procurer des repas à leur goût. La viande nous coûtait 2 kopecks la livre, et 3 pendant l'été. Ceux qui avaient de l'argent pouvaient s'en payer. La plupart, cependant, mangeaient à la gamelle.
Quand les détenus vantaient leur nourriture, il ne s'agissait que du pain, qu'ils étaient fort contents de toucher par chambrée. Le rationnement individuel les effrayait. Il aurait laissé le tiers d'entre eux affamés, tandis que la distribution en bloc arrangeait tout le monde. Le rationnement individuel les effrayait. Il aurait laissé le tiers d'entre eux affamés, tandis que la distribution en bloc arrangeait tout le monde. Notre pain était réputé jusqu'en ville. On attribuait cette saveur à l'heureuse construction des fours. La soupe, par contre, la traditionnelle soupe aux choux aigres, n'était pas fameuse. On la cuisait dans une chaudière et on la liait légèrement avec du sarrasin, ce qui ne l'empêchait pas d'être fort clair, surtout les jours ouvrables, et de laisser le ventre creux. Le plus dégoûtant pour moi, c'était le nombre inconcevable de cafards qui nageaient dedans, mais les détenus n'en avaient cure. Les 3 premiers jours, je n'allais pas au travail. On laissait tous les nouveaux venus se reposer du voyage. Cependant, dès le lendemain de mon arrivée, on me fit sortir de la forteresse pour me river d'autres fers. Les miens n'étaient pas d'uniforme. Les anneaux teintés fins, selon l'expression des détenus, et se portaient par-dessus les habits. Le modèle établi en vue du travail consistait non pas en anneaux, mais en 4 tiges de fer de l'épaisseur du doigt tenues ensemble par 3 boucles. On devait les porter sous le pantalon. À la boucle du milieu s'enfilait une courroie qui, à son tour, s'attachait à la ceinture bouclée sur la chemise. Je revois mon premier matin de bagne. Je revois mon premier matin de bagne. Au corps de garde, près de la grande porte, le tambour battit la diane. Et 10 minutes plus tard, l'officier de garde ouvrit les casernements. On se réveilla. À la lumière terne d'une pauvre chandelle, les détenus se dressèrent, tout grelottants de froid. La plupart étaient taciturnes et de mauvaise humeur. Ils bâillaient, s'étiraient, contractaient leurs fronts stigmatisés. Les uns se signaient, d'autres se chamaillaient. La touffeur était abominable. Au moment où l'on ouvrit la porte, l'air froid de l'hiver s'engouffra, emportant la buée en tourbillon par la caserne. Les détenus allèrent s'attrouper autour des seaux d'eau. Chacun à son tour s'emparait du puisard. Chacun à son tour, s'emparait du puisoir, se versait de l'eau dans la bouche et s'en humectait le visage et les mains. L'eau était préparée depuis la veille par le vidangeur. On appelait ainsi le détenu choisi par les hôtes pour le service de la chambre. Dispensé de corvée, il veillait à la propreté de la salle, lavait et grattait tant le plancher que le bas-flanc, apportait et remportait le baquet et tenait de l'eau propre dans 2 seaux, le matin pour la toilette, le jour pour la boisson. Pousse pas tant, hein, bougre de serin, grognait un grand détenu maigre, basané et morose, avec d'étranges protubérances sur son crâne rasé, en bousculant un autre forçat de petite taille, gros et trapu, au visage rougeau tout réjoui. Qu'est-ce t'as à gueuler ?
C'est-y que t'as loué la place? Fous le camp toi-même, espèce de monument. Regardez-moi ça, les gars. Quel pétaradeur à la manque. Le mot produisit son effet. Les détenus pouffèrent. C'était justement ce que voulait le joyeux Rougeot, qui de toute évidence tenait dans la caserne un rôle d'amuseur. Le grand détenu le toisa avec un profond mépris. Espèce de vache, marmotta-t-il. Ça t'a engraissé, faut croire, le pain blanc d'ici. À Noël, tu vas mettre bas au moins ta douzaine de cochons, n'est-ce pas? Et toi, pour quel oiseau te prends-tu? Et toi, pour quel oiseau te prends-tu? Cria tout à coup le Rougeot, qui devenait cramoisi. Justement ça, pour un oiseau. Lequel, dit voir un peu? Ça me regarde. Non, mais dis voir lequel. Il se dévorait des yeux. Le Rougeot attendait la réponse en serrant les poings, comme prêt au corps à corps. J'étais sûr qu'ils allaient se battre. Ce spectacle de nouveau pour moi piquait ma curiosité. J'ai appris plus tard que ces sortes de scènes, parfaitement innocentes, se jouaient pour l'amusement général. On allait presque jamais plus loin que les mots. Cette prise de bec ne manquait pas de caractère et me donnait une idée des mœurs de la prison. Le grand détenu se tenait tranquille et majestueux. Il se sentait regardé. Sa riposte serait son déshonneur ou sa gloire. Il devait soutenir son tir, montrer qu'il était bel et bien un oiseau. Il jeta un regard de travers à son adversaire et avec un dédain inexprimable, le toisant par-dessus l'épaule, comme s'il n'était qu'un insecte, lentement, significativement, il prononça: Moi, je suis un Kagan. Un retentissant éclat de rire salua cette affirmation. Un salaud, voilà ce que tu es, beugla le Rougeot, qui se sentant battu, arrivé au plus degré de la fureur. Arrivé au plus haut degré de la fureur. Mais au moment où la querelle devenait sérieuse, on rabattit le caquet des deux bravaches. Qu'est-ce qui leur prend cria toute la chambrée. Vous feriez mieux d'y aller avec le poing qu'avec la langue, cria quelqu'un de son coin. Oh, rien à craindre, ils vont pas se taper dessus, répliqua un autre. On est des rudes gars, nous autres. On y va qu'à 7 contre 1. Oui, ils sont mignons tout plein, ces deux-là. Il y en a un qui est ici pour une livre de pain, et l'autre, c'est un licheur de peau. Il a barboté du lait caillé à une bonne femme. C'est pour quoi? C'est pour ça qu'on lui a pelé le dos. Ça suffit, hein, clama l'invalide qui faisait office de surveillant et dormait dans un coin sur son lit de camp. De l'eau, les enfants, v'là le Névalide qui se réveille. Bien le bonjour, frérot Névalide Petrovitch. Moi, ton frère? On ne s'est pas encore saoulé ensemble, grogna l'invalide en étirant les moches de sa capote. On se préparait pour l'appel. Le jour se levait. Les détenus encombraient la cuisine. Déjà tout prêt pour la corvée, en demi-pelisse, ceinture et bonnet bicolore, ils attendaient près du pain que coupait un des cuisiniers.
Ceux-ci, élus par leurs camarades à raison de 2 par cuisine, avaient la garde de l'unique couteau qui servait à couper le pain et la viande. Quelques forçats avaient devant eux une tasse de kvass. Ils y émettaient leur pain, puis avalaient le tout. Ouais, ouais. On se préparait pour l'appel, le jour se levait. Les détenus encombraient la cuisine. Déjà tout prêt pour la corvée, en demi-pelisse, ceinture et bonnet bicolore, ils attendaient près du pain que coupait un des cuisiniers. Ceux-ci, élus par leurs camarades à raison de 2 par cuisine, avaient la garde de l'unique couteau qui servait à couper le pain et la viande. Quelques forçats avaient devant eux une tasse de kvass. Ils y émiettaient leur pain, puis avalaient le tout. Le tapage était insupportable, et pourtant dans les coins, on conversait sans bruit, posément. Bon appétit, bon appétit, Père Antonitch, bonjour, s'écria un jeune gars en venant s'asseoir près d'un de ses camarades édenté et grincheux. Bonjour, si tu ne viens pas de payer ma tête, répondit le bonhomme, qui ne leva pas les yeux et continua de mâchonner son pain entre ses gencives. C'est que Père Antonitch, je te croyais mort, vrai de vrai. Pas encore. Montre-moi le chemin le premier. Je m'assis près d'eux. À ma droite, 2 détenus à l'air posé s'entretenaient en tâchant de garder leur dignité, l'un en face de l'autre. Moi, je te garantis qu'on me volera pas, disait l'un. C'est plutôt moi qui volerai les autres. Moi, il ferait pas beau toucher à mes affaires non plus, ça chaufferait dur. Tant que ça, t'es pas comme nous alors. Tranquille histoire, on n'est que des bagnards, rien que ça. Elle te roulera et sans te dire merci. À moi aussi, mon petit, elle m'a soutiré mes 4 sous. L'autre jour, la voilà qui s'amène. Ou se fourrer avec elle. J'ai demandé d'aller chez Fetka le bourreau. Il a sa maison du faubourg, tu sais, celle qu'il vient d'acheter à Salomon, ce galeux de juif qui s'est étranglé. Je sais, il faisait le cabaretier ici il y a 3 ans, on l'appelait Grisha Cabaret Borgne, je sais. Mais non, tu ne sais pas, c'était un autre, le Cabaret Borgne. Quel autre? Tu bafouilles, mon gars. Je peux t'amener autant de témoins que tu voudras. Amène-les pour voir. D'où c'est que tu sors? Tu sais peut-être pas qui je suis. Qui? Je t'ai assez rossé de fois, sans me vanter. Il n'est pas question de qui. Tu m'as rossé, moi? Celui qui me rossera, il n'est pas encore né, entends-tu. Et celui qui m'a rossé, il est enterré. Et va donc, pestiféré de malheur. Que la lèpre te ronge. Va te faire sabrer par un Turc. Et les injures de pleuvoir. Assez, assez, qu'est-ce qu'ils ont donc à gueuler, criait-on autour d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont donc à gueuler? Ils ne savaient pas vivre en liberté, les voilà contents de trouver ici du bon pain tendre. Du bon pain tendre. Assez, hein. On les sépara au plus vite. Les injures, les prises de bec sont volontiers tolérées. C'est de récréation pour tout le monde. Quant aux rixes, on ne les autorise que dans des cas exceptionnels. Les voies de fait risquent d'être révélées au major, lequel vient lui-même procéder à une enquête, et l'enquête signifie du désagrément pour chacun, chose à éviter.
D'ailleurs, les ennemis s'invectivent plutôt par distraction, par amour de l'art. Assez souvent, ils se montent la tête. La querelle prend un tour exaspéré. On les voit déjà se jeter l'un sur l'autre, mais pas du tout. Dès que leur colère a atteint un certain diapason, ils se séparent. Tout cela me causa d'abord une surprise. Tout cela me causa d'abord une surprise extrême. C'est à dessein que je viens de donner un exemple des conversations habituelles au forçat. Je ne comprenais guère qu'on puisse injurier par plaisir, trouver à cet exercice un charme, une délectation, une jouissance. Il ne faut pas oublier non plus la part de la vanité. Le dialecticien, en juron, gagnait en estime. Encore un peu, on l'aurait applaudi, comme un acteur. Dès le premier soir, je remarquais qu'on me regardait de travers. Je saisis même quelques coups d'œil sinistres. Par contre, soupçonnant que j'avais de l'argent, certains détenus tournaient autour de moi. Ils m'offrirent aussitôt leur service, m'apprirent à apporter mes nouveaux fers, me procurèrent, moyennant finance, cela va de soi, un coffre à cadenas pour y ranger mon trousseau de forçat et un peu de linge que j'avais apporté. Mais le lendemain même, ils me volèrent le tout et le dépensèrent à boire. L'un de mes voleurs me devint par la suite infiniment précieux, encore qu'il continuait à dérober mes effets quand l'occasion lui semblait bonne. Il commettait son délit sans la moindre honte, presque inconsciemment, comme par devoir. Je ne pouvais guère lui en garder rancune. Entre autres choses, ces détenus obligeants m'apprirent que l'on pouvait avoir son thé. Je ferais donc bien de faire l'emplette d'une théière. En attendant, ils m'en procurèrent une en location. Ils me recommandèrent aussi un des cuisiniers qui, pour 30 kopecks par mois, me préparerait mes repas si je voulais manger à part. Comme de juste, ils m'empruntèrent de l'argent et dès le premier jour, chacun d'eux revint 2 ou 3 fois à la charge. Les anciens nobles, les anciens nobles sont en général très mal vus au bagne. Bien qu'ils aient perdu leurs droits civiques et soient à cet égard les égaux de leurs codétenus, ceux-ci se refusent à voir en eux des camarades. Aucun préjugé d'ailleurs n'entre ici en ligne, c'est tout bonnement une opinion innée. À leurs yeux, nous demeurions des gentilshommes, ce qui ne les empêchait pas de se gausser de notre chute. Non, maintenant, assez, fini. Monsieur ne fait plus le gros à travers Moscou. Monsieur tord la corde pour son cou. Et autre amabilité du même genre. Ils jouissaient de nos souffrances, que cependant nous nous efforcions de leur cacher. C'est surtout au début que nous subîmes leur brocard, parce que nos forces n'égalant pas les leurs, nous ne pouvions pas suffisamment les seconder. Il est fort difficile de gagner la confiance du peuple, surtout de ce genre de peuple, et de mériter son affection. Nous avions au bagne plusieurs gentilshommes. D'abord 5 Polonais, dont je parlerai plus tard. Les détenus les détestaient plus encore que les nobles russes.
Les Polonais, chantant les condamnés politiques, traitaient les forçats avec une politesse méticuleuse, exagérée, hautaine. Ils ne pouvaient dissimuler le dégoût que ceci leur inspirait. Les forçats comprenaient fort bien la chose et les payaient de la même monnaie. Il me fallut passer presque 2 ans dans la maison de force avant de gagner la bienveillance de quelques détenus. Il me fallut passer presque 2 ans dans la maison de force avant de gagner la bienveillance de quelques détenus. Cependant, vers la fin de mon séjour, la plupart m'aimaient et me tenaient pour un brave homme. À part moi, à part moi, la bonne société russe comptait au bagne 4 représentants. Tout d'abord, un crapuleux personnage, effroyablement corrompu, espion et délateur de métier, dont j'avais déjà entendu parler avant mon arrivée et avec qui je rompis toute relation dès les premiers jours. Le second était le parricide dont j'ai parlé. Le troisième s'appelait Hakim Hakimich. J'ai rarement vu pareil original. Il restera gravé dans mon souvenir. C'était un grand gaillard efflanqué, d'esprit faible, d'ignorance crasse, épilogueur et méticuleux comme un Allemand. Les forçats le tournaient en ridicule, mais quelques-uns évitaient de se commettre avec lui, redoutant son caractère susceptible, pointilleux, tracassier. Dès le début, il s'était mis sur un pied d'égalité, se chamaillant, se coltant même avec eux. D'une honnêteté phénoménale, remarquait-il une injustice? Il brûlait de la réparer et il s'immisçait bien souvent dans des affaires qui ne le regardaient en aucune manière. Sa naïveté tenait du prodige. Par exemple, lors de ses disputes avec les détenus, ils leur reprochèrent leur volerie et les conjuraient de se repentir. Il avait eu le grade d'enseigne dans l'armée du Caucase. Je me liai avec lui dès le premier jour, et il me raconta incontinent son histoire. Ayant débuté au Caucase même, comme sous-officier volontaire dans un régiment de ligne, il avait attendu fort longtemps son grade d'officier, mais enfin on l'avait nommé commandant d'un vieux fortin. Un prince tributaire des environs mit le feu à ce fortin et tenta une attaque nocturne qui n'eut d'ailleurs aucun succès. Hakim Hakimich rusa et ne laissa pas deviner qu'il connaissait l'auteur de l'agression. L'affaire fut mise sur le dos des dissidents. Un mois plus tard, Hakim Hakimich invita le prince à lui faire amicalement visite. Un mois plus tard, Hakim Hakimich invita le prince à lui faire amicalement visite. Celui-ci arriva sans se douter de rien. Hakim Hakimich rangea sa garnison en bataille et confondit publiquement le prince en lui démontrant la félonie de son acte. Il lui expliqua par le menu la conduite qu'il devait tenir dorénavant comme prince tributaire, puis en guise de conclusion, il le fit fusiller. Après quoi il envoya un rapport circonstancié à ses chefs. Il passa en conseil de guerre. Condamné à mort, il vit sa peine commuée en celle des travaux forcés de seconde catégorie et fut envoyé en Sibérie pour 12 ans. Il reconnaissait que sa conduite avait été illégale. Il m'assura même
qu'il le savait avant de faire fusiller le prince. Il n'ignorait pas que celui-ci aurait dû être jugé d'après les formes. Et cependant, il n'arrivait pas à comprendre en quoi consistait son crime. Enfin, voyons, il avait mis le feu à Montfortin. D'après vous, j'aurais dû le remercier, hein, répondait-il à toutes mes objections. Les forçats avaient beau se moquer d'Hakim Hakimich et le traiter de toqué, ils n'en estimaient pas moins son esprit d'ordre et son savoir-faire. Hakim Hakimich connaissait tous les métiers. Il était menuisier, cordonnier, bottier, peintre, doreur, serrurier, et tous ses talents, il les avait acquis au bagne. Autodidacte né, il lui suffisait de voir un objet pour l'imiter. Il confectionnait aussi toutes sortes de boîtes, paniers, lanternes, joujoux, et les vendait en ville. Cela lui rapportait quelque argent qu'il employait aussitôt à l'achat de linge ou d'un oreiller plus doux. Il s'était même arrangé un vrai matelas pliant. Comme il occupait la même chambre que moi, il m'aida beaucoup durant les premiers jours de ma détention. Avant de sortir de la forteresse, pour se rendre à la corvée, les forçats allaient se ranger deux par deux devant le corps de garde. En tête et en queue des détenus se plaçaient les soldats d'escorte, le fusil chargé. Alors apparaissait l'officier du génie, conducteur des travaux, et quelques sapeurs désignés comme moniteurs. Le conducteur comptait les forçats, puis les envoyait par peloton aux endroits requis. C'est ainsi que je me rendis, avec d'autres détenus, à l'atelier du génie, construction basse en pierre située au milieu d'une grande cour qu'ombraient toutes sortes de matériaux. On y trouvait une forge, des ateliers de menuiserie, de serrurerie, de vernissage, etc. Hakim Hakimich travaillait au vernissage. Il chauffait l'huile, triturait les couleurs, passait des tables et d'autres meubles au brou de noix. En attendant mes nouveaux fers, je lui fis part de mes premières impressions. Oui, c'est vrai, me confirma-t-il. Il n'aime pas les nobles, surtout les condamnés politiques. Ils sont prêts à les avaler, cela se conçoit. D'abord, vous et eux, vous n'avez rien de commun. Ensuite, avant de venir ici, c'étaient tous de pauvres serfs ou de simples soldats. Jugez vous-même s'ils peuvent vous aimer. Ici, je vous l'assure, la vie est dure, mais dans les compagnies de discipline de la Russie d'Europe, c'est bien pire. Ceux qui en viennent croient passer d'enfer en paradis. C'est pas que le travail soit plus pénible. Il paraît même que là-bas, la première catégorie n'a pas une direction strictement militaire. En tout cas, on s'y prend avec les détenus d'une toute autre façon qu'ici. Les déportés peuvent même avoir leur petite maison. Je n'y ai pas été, mais on l'affirme. On ne leur rase pas la tête, ils n'ont pas d'uniforme, et pourtant, c'est une bonne chose qu'ici, les gens soient tondus et portent un uniforme. L'ordre est meilleur, et c'est plus agréable à l'œil. Seulement, voilà, c'est justement ce qui ne leur plaît pas à ces gaillards. Mais aussi, quel ramassis de gueux. Enfants de troupe, tcherkesses, vieux croyants, bons chrétiens orthodoxes qui ont laissé femmes et enfants au village natal, juifs, bohémiens, et Dieu sait qui encore. Obligés tous de faire bon ménage, de manger à la même gamelle, de dormir sur le même bas-flanc. Et quelle liberté! Le morceau à soi, il faut le manger à la dérobée.
Chaque sou, on le cache au fond de ses bottes. Enfin quoi, le bagne? Enfin quoi? Enfin quoi? Le bagne. Toujours le bagne. Malgré soi, on se sent devenir fou. Cela, je le savais déjà. C'est surtout au sujet de notre major que je voulais questionner Hakim Hakimic. Il ne dissimula rien et l'impression que je ressentis ne fut pas tout à fait plaisante, hein. J'ai dû passer 2 ans sous les ordres de ce personnage, et tout ce que m'a pris le premier jour Hakim Hakimic se révéla exact, sauf que les sensations réelles dépassent celles que laisse un simple récit. C'était un homme effrayant, surtout en raison de l'autorité presque absolue qu'il exerçait sur 200 personnes, car de lui-même il n'était que désordonné et méchant. Il considérait les détenus comme ses ennemis naturels. Voilà son premier et principal tort. Ses quelques capacités, ses qualités même, déviaient et prenaient toujours un mauvais tour. Sans retenue, cruel, il se précipitait comme une bombe dans la forteresse, même en pleine nuit, et s'il remarquait un détenu dormant sur le côté gauche, il le punissait dès le lendemain matin. D'après mes ordres, on doit dormir du côté droit. On le haïssait, on le craignait comme la peste. Il avait le visage cramoisi, hargneux. Tous le savaient, à la merci de Fedka, son ordonnance. Il n'avait jamais aimé qu'un seul être au monde, son caniche trésor, et faillit perdre la tête quand cette bête tomba malade. Il sanglotait, paraît-il, comme s'il se fût agi de son propre fils. Il mit à la porte un vétérinaire après avoir voulu le rosser selon son habitude. Mais ayant appris par Fedka la présence au bagne d'un guérisseur qui réussissait fort bien ses cures, il l'avait mandé incontinent. Sauve-moi, lui cria-t-il. Guéris mon trésor et je te couvre d'argent. L'homme, un paysan sibérien rusé, intelligent et fort bon vétérinaire, raconta plus tard à ses camarades sa visite chez le major à une époque où l'affaire était déjà oubliée. Je reluque le cabot qui était là sur le canapé, étendu sur un oreiller bien blanc, et je vois tout de suite que c'est une inflammation, qu'il faut le saigner. On peut le tirer de là, ça, je le garantis. Mais que je me dis, et si je rate, si le cabot crève? Alors, non, votre honneur que je dis, c'est trop tard. Hier soir ou avant-hier, je pouvais encore le sauver, mais à présent, non, il n'y a plus moyen. Et Trésor passa de vie à trépas. On me raconta aussi avec force détail qu'un détenu avait voulu tuer le major. Au bagne depuis plusieurs années, ce détenu faisait preuve d'une soumission exemplaire. On avait remarqué qu'il n'adressait presque jamais la parole à personne. On le prenait même pour un simple d'esprit. Grand liseur devant l'Éternel, il passa toute sa dernière année à dévorer la Bible, sans arrêt, jour et nuit. Quand tous dormaient, il se levait au milieu de la nuit, allumait un cierge, s'installait sur le poêle, ouvrait son livre et lisait jusqu'au matin. Un jour, il déclara au sous-officier de garde qu'il refusait de se rendre à la corvée. On avertit le major qui s'emporta et bondit à la caserne. Le détenu lui lança une brique qu'il tenait préparée à cette intention. Mais il manqua son coup. On le saisit, on le jugea, on le fustigea. Tout se passa très rapidement. 3 jours plus tard, le malheureux mourait à l'hôpital.
Avant de trépasser, il déclara qu'il n'en voulait à personne, qu'il avait simplement recherché le martyre. Cependant, il n'appartenait à aucune secte dissidente. On n'évoquait jamais son souvenir sans un certain respect. Pendant qu'on rivait à mes nouveaux fers, des vendeuses de croissants entrèrent l'une derrière l'autre dans l'atelier. Il y avait parmi elles de toutes petites filles. Tant qu'elles étaient jeunettes, elles venaient débiter les croissants que leur mère cuisait. Une fois plus grandes, elles continuaient à venir, mais sans marchandises. Parmi les marchandes, il y avait aussi des femmes mariées. Le croissant valait 2 kopecks et presque tous les forçats en achetaient. Je remarquai un détenu, menuisier de son état, déjà grisonnant mais l'ami de Rubiconde, qui plaisantait avec les marchandes. Avant leur entrée, il s'était noué un foulard rouge autour du cou. Une grosse femme, toute criblée de petites véroles, alla poser son éventaire sur l'établi. Ils lièrent conversation. Pourquoi vous n'êtes pas venu là-bas hier demanda l'homme avec un sourire suffisant. Mais si que je suis venu, et pour faire le poireau, rétorqua-t-elle du tac au tac. On a eu besoin de nous, sans quoi pour bien sûr on était là, avant-hier, toutes les vôtres, avant-hier toutes les vôtres ont bien su trouver Bibi. Lesquelles donc? Eh mais la mariachka, et la Kavrochka, et vos pas chers, et 4 kopecks aussi. Dites-moi, demandai-je à Akim Akimitch, est-il possible que... Cela arrive, répondit-il en baissant modestement les yeux, car il était pudique au plus haut point. Cela arrivait, bien sûr, mais très rarement et avec d'immenses difficultés. Aussi, malgré l'accablement naturel de cette vie contrainte, la boisson comptait-elle beaucoup plus d'amateurs. Pour arriver à joindre une femme, il fallait choisir le moment, l'endroit, se donner le mot, s'arranger pour être seul, ce qui était particulièrement difficile. Soudoyer les surveillants, ce qui l'était davantage. Bref, dépenser des sommes relativement folles. Malgré ça, il m'arriva par la suite d'être témoin de scènes d'amour. Il me souvient qu'une fois en été, nous étions dans un hangar sur la rive de l'Irtych, occupés à chauffer un four à briques. Les surveillants étaient de bons garçons. Bientôt entrèrent 2 charmeuses, comme les forçats les appelaient. Pourquoi si tard? Vous êtes bien sûr chez les Djerkov leur demanda le détenu qui les attendait depuis longtemps. Moi, jamais de la vie. Faudrait que je tienne en place pour m'attarder quelque part, répliqua joyeusement une des filles. C'était l'aveu pas cher, le plus parfait souillon qui fût au monde. Elle avait amené son amie 4 kopecks. Celle-ci défiait vraiment toute description. Il y a rude temps qu'on ne s'est vu, continua le galant en s'adressant à 4 kopecks. Vous voilà toute maigre à cette heure. Ça se peut bien, avant j'étais boulotte, et à présent me voilà comme un fil. Et alors, on court toujours après les militaires? Non, ce que les gens peuvent avoir mauvaise langue.
Et puis d'ailleurs, quoi, on peut me tanner les côtes pour ça, je les aime, moi, les petits soldats. Laissez-les donc tranquilles, occupez-vous plutôt de nous. On a de l'argent, nous. Pour compléter le tableau, il faut se représenter le galant au crâne rasé, avec sa livrée mi-partie, les fers aux pieds et sous escorte. Je pris congé d'Akim Akimich je pris congé d'Akim Akimich et apprenant que je pouvais rentrer, je demandai un surveillant et m'en allai. C'était déjà l'heure du retour. Ceux qui travaillent à la tâche reviennent toujours les premiers. Le seul moyen de rendre les forces assidus est de leur imposer une tâche. Même quand elle est trop forte, ils l'achèvent 2 fois plus vite que s'ils besognaient sans arrêt jusqu'au roulement du tambour. Sa tâche terminée, le détenu rentrait tout droit et personne ne songeait à le retenir. On ne dînait pas ensemble et le premier arrivé prenait place au petit bonheur. La cuisine n'aurait d'ailleurs pu contenir tout le monde à la fois. Je goûtais à la soupe, mais faute d'habitude, je ne pus la manger et me préparer du thé. Nous nous assîmes au bout de la table. J'avais un camarade avec moi, ancien noble lui aussi. Les détenus entraient et sortaient. Il y avait de la place, tous n'étant pas là. 5 d'entre eux faisaient bande à part. Le cuisinier leur versa 2 écuelles de soupe et posa sur la table un plein de poêlons de poisson frit. Il célébrait sans doute quelque fête en se régalant. Il nous regardait de travers. Un Polonais entra et vint s'asseoir auprès de nous. J'étais pas là, mais je sais tout, s'écria un grand forçat, en pénétrant dans la cuisine et en regardant à la ronde tous les hommes présents. Âgé d'une 50aine d'années, maigre, musclé, il avait un visage à la fois rusé et joyeux. Sa lèvre inférieure épaisse, pendante, particulièrement remarquable, donnait à son visage une expression très comique. Eh bien alors, les pays, on ne dit plus bonjour. Salut les gars de Koursk, continua-t-il en s'asseyant près des dîneurs. Bon appétit les amis. Je m'invite. On n'est pas de Koursk, mon gars. De Tambov alors? Ah, pas de Tambov non plus. T'as rien à faire ici, mon vieux. Faut aller voir un Richard, si t'as envie de m'endigoter. Aujourd'hui, les frères, mon ventre gronde la faim. J'ai la pépille par en haut et les grenouilles par en bas. Où est-ce qu'il est, votre Richard? Eh bien, il gazine donc. Il a le magot, on va le trouver. Gazine? Il fait la noce aujourd'hui. Il est sous, Gazine. Il boit tout son sang frusquin. Il doit bien avoir 20 roubles, insinua un autre détenu. Fameux, le métier de cabaretier. Alors c'est dit, vous ne voulez pas de moi, faut que je mange à la tambouille. Oui, fiche le camp, va demander du thé au monsieur là-bas. Quel monsieur? Il n'y a pas de monsieur ici, ils sont tous comme nous, à cette heure, bougonnins galériens, qui se tenaient à l'écart et n'avaient encore soufflé aucun mot, et n'avaient pas encore soufflé mot. Je boirais bien du thé, mais ça gêne d'en demander. On a son amour-propre.
déclara le détenu à la grosse lèvre en nous regardant d'un air bonasse. Si vous en voulez, je vous en offre, dis-je en l'invitant. Ça va? Si ça va, comment donc? Il s'approcha de nous. Et chez lui, il mangeait sa soupe sans cuillère. Ici, il lui faut de la boisson de monsieur, continua le forçat bougonneur. Est-ce qu'ici, personne ne prend du thé, lui demandai-je. Mais il ne jugea pas à propos de me répondre. Des croissants, v'là des croissants, et traînait le vendeur. Un jeune détenu apportait en effet tout un chapelet de croissants qu'il vendait dans les casernes. La marchande lui en cédait 1 sur 10 pour sa peine, et il comptait sur celui-là pour son dîner. Croissant, croissant tout chaud, criait-il en entrant dans la cuisine. Qui veut des croissants, jolis petits croissants de Moscou? Je les mangerai bien, mais j'ai besoin de sous. Allons, la coterie, à qui le dernier? À celui qui a eu sa mère? Cet appel à l'amour maternel fit rire, et on lui acheta quelques croissants. Dites donc, les gars, s'exclama-t-il. Gazine est soûl à faire un malheur. Sans blague, il choisit bien son temps. Il ne manque plus ici que le huisieux. Peu, on le cachera. Alors quoi? Il est rond. Et comment? Et pas commode avec ça. Alors on en viendra sûrement au coup. De qui parle-t-on? Demandai-je au Polonais assis à côté de moi. De Gazine, un détenu qui vend à boire. Quand il a fait sa pelote, il se saoule et devient mauvais. À jeun, il se tient tranquille, mais quand il a bu, il montre sa vraie nature. Il se jette sur les gens, le couteau levé. Alors on le calme. Comment fait-on? Une dizaine de détenus se précipitent sur lui et tapent dessus jusqu'il soit sans connaissance, autant dire aux 3/4 mort. Alors on l'étend sur le bas-flanc et on le couvre de sa pelisse. Mais on risque de le tuer. Oui, un autre y resterait, mais pas lui. Il est fort comme un chêne, plus fort que tous les autres. Il a une telle santé, que le lendemain matin, il se lève tout à fait rétabli. Dites-moi, s'il vous plaît, demandai-je encore au Polonais. Ces gens là-bas mangent à part, et moi, je ne prends que du thé. Pourtant, ils ont l'air de m'envier ce thé. Qu'est-ce que cela signifie? Oh, ce n'est pas le thé, répondit le Polonais. C'est le monsieur qu'ils visent. Ils vous en veulent de ne pas leur ressembler. Plus d'un serait content de vous chercher noise, de vous offenser, de vous humilier. Vous en verrez deux durs, allez. Ici, croyez-moi, la vie est affreusement pénible, beaucoup plus pénible sous tous les rapports que nous, que pour les autres. Sous tous les rapports pour nous que pour les autres. Il faut beaucoup de bonne volonté pour s'habituer. Vous supporterez encore plus d'un désagrément, vous essuierez plus d'une insulte, parce que vous prendrez du thé et ne mangerez pas à la gamelle. Bien que continuellement, des détenus mangent à part et prennent du thé. Mais eux, ils y ont droit. Vous, pas. Sur ce, il me quitta. Quelques minutes plus tard, ses prédictions se réalisaient.